Aussi longtemps le monde exige, nous sommes toujours obligés de venir chaque fois vous présenter qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde dont nous habitons. Salut tout le monde et bienvenue à votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique. Dans votre chaîne Le Congo ne tombera jamais KTJ et News au monde. Peuples africains en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique Maghreb, Afrique du Sud, pourquoi pas en Europe, Europe centrale, Europe de l'Ouest, en Asie, en Amérique, même en Australie. Une fois que je vous dis, soyez les bienvenus à votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique, dont voici le titre. L'estiviste panafricaniste Kémy Séba suite et la raison qui a causé son arrestation en France et pourquoi aussi la France a libéré cet homme d'État. Kémy Séba, on va aussi parler du Mali. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, prône au rang de général. On va aussi parler du Kenya. Le vice-président Shah Angusha, hospitalisé, l'audience de sa destitution suspendue. C'est tout pour le titre. Une fois encore, soyez le bienvenu. Ouvrons notre journal, retenons que le stiviste panafricaniste Kémy Séba fut arrêté en France, mais il a été libéré 4 jours après. Mais on va savoir parmi les raisons principales de ce... Dans la vidéo précédente, beaucoup se sont posé la question qu'est-ce qu'il était venu faire en France et que c'est normal qu'il a été arrêté après avoir brûlé le passeport, brûlé le franc CFA, etc. À ces personnes, j'aimerais les répondre à quoi sert un passeport diplomatique. Même des diplomates russes dont leur pays a annexé une partie de l'Europe, en Ukraine, ne sont pas arrêtés. Pourquoi notre frère Kémy Séba a été arrêté en possession d'un passeport diplomatique? Toujours pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'il est venu faire en France. Apparemment, vous êtes les seuls à ne pas avoir compris qu'il allait revenir en France. Kémy Séba avait brûlé le passeport français. C'était logique qu'on allait lui retirer la nationalité. Lorsque vous avez appris qu'il a obtenu le passeport diplomatique au Niger, à ce moment-là, vous deviez comprendre qu'à un moment donné, il allait revenir en France. Sinon, il aurait pu avoir simplement un passeport du Niger, tout simple, et il aurait pu voyager dans tous les pays du monde, à part la France. S'il a obtenu un passeport diplomatique, c'est précisément pour pouvoir revenir en France. Et pourquoi est-ce que la France avait retiré à ce moment précis la nationalité à Kémy Séba? C'était pour l'empêcher de voyager dans les dom-toms. Vous voyez bien ce qui se passe en Martinique. La Martinique a pris conscience qu'il faut rentrer dans le combat pour son émancipation. Et les Français ont peur que ça aille avec la Guadeloupe, la Guyane, etc. Et c'est pour ça qu'après la tournée dans les dom-toms de Kémy Séba, ils se sont dit on doit absolument le bloquer et le retirer la nationalité. Donc l'empêcher d'avoir un visa pour voyager dans ces îles était un moyen efficace. Moyen qui a été contré en ayant le passeport diplomatique du Niger. Donc pour les personnes qui n'avaient pas compris qu'il allait revenir un jour en France, vous êtes les seuls, car même les autorités françaises avaient très bien compris qu'à un moment donné, il allait revenir. Deuxièmement, s'il était juste resté en Afrique en train de se croiser les bras, le combat n'aurait pas de sens. Il doit revenir vers les populations afro-descendantes pour pouvoir les sensibiliser. On l'appelle l'incarnation de plusieurs leaders africains, dont je cite Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Muammar Kadhafi et tant d'autres. Cet homme, c'est Kémy Séba. Maintenant, on va suivre quelques déclarations de cet homme d'État par rapport à l'économie occidentale et aussi au néocolonialisme qui a causé son arrestation et sa libération. Suivant. Ferme, fraternelle mais ferme. Ils ne peuvent pas réouvrir les frontières, car les éléments qu'ils ont à leur disposition, issus du renseignement militaire nigérien et d'autres services de renseignement issus du Sud global, corroborent le fait que le territoire béninois, dirigé par notre président Patrice Talon, sert de base arrière aux autorités françaises qui cherchent à tout prix à déstabiliser le CNSP et toute entité qui résiste aux intérêts français. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui me suis levé pour inventer ces propos. C'est les services de renseignement militaire nigériens et ces informations nous ont été transmises à moi et Nathalie Yamb par le porte-parole du gouvernement Amadou Abdraman, colonel Amadou Abdraman, un homme émérite, valeureux, et le premier ministre du gouvernement nigérien, Ali Lamin Zein. Ils nous ont transmis les informations et nous avons pu momentanément, d'accord, lire de manière précieuse et précise toutes les données que nous avions à notre disposition. J'ai été horrifié d'apprendre que dès lors que le CNSP a pris le pouvoir, alors que certains pays avaient été choisis initialement par l'armée française pour servir de base arrière, pour frapper le Niger, le pays qui plus que quiconque a accepté d'accueillir
des contingents de l'armée française pour attaquer le Niger, c'était le pays, mon pays, le Bénin. Ce n'est pas le peuple béninois qui a accepté cela, parce que notre peuple est un peuple digne, souverain, anti-impérialiste, panafricaniste, comme je ne cesse de le prôner un peu partout dans le monde, vous le savez. Mais c'est le goût. On va parler Mali. Retenons que le président de la transition au Mali, colonel Assimi Goïta, nommé au rang de général suivant. Le chef de la junte militaire au Mali, le colonel Assimi Goïta, a été promu mercredi général de l'armée avec un titre spécial, devenant ainsi le détenteur de la plus haute distinction militaire du pays. Pour une meilleure refondation de la nation. 5 autres colonels influents de la junte ont également été promus à titre exceptionnel au rang de généraux 4 étoiles, consolidant ainsi l'autorité militaire dans la gouvernance du Mali. Bien qu'ils aient promis de transférer le pouvoir à des civils après des élections, les militaires n'ont pas respecté leurs engagements, en reportant les élections prévues en février 2024. Assimi Goïta est cité comme probable candidat à une future élection présidentielle. Mais actuellement, aucune date n'a été fixée pour le scrutin. Au Kenya, Shah Ngusha, hospitalisé, l'audience de destitution a été suspendue. La haute cour de Nairobi a tranché. La procédure de destitution du vice-président kényan Rigathi Gachagua se poursuivra. Après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale avec 282 voix sur 349, cette procédure doit désormais passer devant le Sénat. Le vice-président avait saisi la haute cour kenyane afin d'empêcher cette prochaine étape qui pourrait mener à sa destitution. La motion déposée par un député de la coalition présidentielle liste 11 accusations contre le vice-président. Corruption, atteinte à l'unité nationale et insubordination entre autres. Soutenu par une équipe d'une vingtaine d'avocats, Rigathi Gachagua dénonce un complot lié au désaccord avec le président. Au Sénat, 45 voix sur les 68 seront nécessaires pour appliquer cette procédure de destitution. Pour l'heure, la Chambre haute du Parlement kényan n'a pas encore indiqué la date à laquelle ce vote aura lieu. Toujours dans ces mêmes chapitres, le Sénat kenyan vote la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Au Kenya, le Sénat a voté jeudi en faveur de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations. Quelques heures plus tôt, l'homme avait été conduit d'urgence à l'hôpital pour des douleurs thoraciques. Les sénateurs ont approuvé 5 des 11 chefs d'accusation contre M. Gachagua, faisant de lui le premier vice-président en exercice à être destitué ainsi. Le Sénat a décidé de démettre de ses fonctions par voie de destitution son Excellence Rigathi Gachagua, vice-président de la République du Kenya. En conséquence, son Excellence Rigathi Gachagua cesse d'exercer ses fonctions. Le vote sur le premier des 5 chefs d'accusation a été de 54 à 13, bien au-delà de la majorité des 2 tiers requis pour la condamnation et la destitution. La semaine dernière, la Chambre basse du Parlement a voté par 282 voix contre 44 la mise en accusation du vice-président. Mercredi, M. Gachagua avait plaidé non coupable des 11 chefs d'accusation. Au Mali, au moins 7 morts dans un attentat suicide à Mogadiscio. Parlons à présent du Nigeria. Plus de 140 morts dans une explosion d'un camion citerne qui transportait de carburant. Suivant. Plus de 140 personnes, y compris des enfants, ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées au Nigeria à la suite de l'explosion d'un camion citerne. Cet incendie tragique s'est produit alors que des personnes tentaient de récupérer le carburant qui s'écoulait du véhicule. Selon les autorités, l'explosion s'est produite après minuit mardi dans la ville de Madia, située dans l'état de Jigawa. Le conducteur du camion citerne aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur une autoroute à proximité d'une université.
Les accidents mortels causés par les camions-citernes sont fréquents au Nigeria. De plus, il est courant de voir des personnes siphonner du brut après de tels accidents. Toujours au Nigeria, la tension monte, l'émotion, près de 140 morts dans cette explosion dont les habitants, même le chef de chaque personne qui a été décédée, déclare et pleure la disparition de leurs membres de la famille suivante. En Égypte, le premier visite d'un haut responsable iranien en 10 ans suivants. Les tensions croissantes au Moyen-Orient menacent la stabilité régionale. L'Espagne, en partenariat avec l'Égypte et de nombreux acteurs de la communauté internationale, appelle à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, ainsi qu'à une trêve au Liban. Cet appel a été lancé dès l'éruption de la violence et du conflit dans ces régions. L'Espagne souligne l'importance d'agir d'abord à Gaza et ensuite au Liban, en rappelant que ce pays est un État souverain. Par ailleurs, le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a souligné lundi l'urgence d'un cessez-le-feu au Liban et à Gaza afin d'éviter un conflit régional plus vaste aux conséquences mondiales. Au Djamena, augmentation alarmante de la malnutrition dans la région du lac suivant. Les taux de malnutrition augmentent dans la région du lac Tchad en raison des conflits armés qui entravent la production alimentaire. Les établissements de santé soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge dans le nord-est du Nigeria ont signalé une augmentation de 24% du nombre de jeunes enfants souffrant de malnutrition par rapport à l'année précédente. Lorsque j'ai accouché, mon fils était en bonne santé. Mais à 1 an et 9 mois, j'ai arrêté de l'allaiter. Il a commencé à perdre du poids. Et nous pensons que c'est lié au fait qu'il ne pouvait pas obtenir de lait maternel. Le conflit armé prolongé qui s'est intensifié au premier semestre de l'année est l'un des principaux facteurs de la détérioration de la crise alimentaire. Nous n'avons plus accès aux champs depuis que Boko Haram et d'autres groupes ont pris le contrôle de la brousse. Ces conflits ont déplacé des millions de personnes, détruit les moyens de subsistance et ont eu de graves répercussions sur l'accès aux terres agricoles. Cette augmentation du nombre de personnes qui n'ont pas assez de nourriture reflète une augmentation de la violence. Il y a de graves répercussions sur la capacité des communautés à cultiver leurs champs et à accéder au marché. Les incidents violents dans la région du lac Tchad ont augmenté de 58% au premier semestre 2024. Selon les ONG, 6,1 millions de personnes dans la région du lac Tchad connaîtront des pénuries alimentaires dans les mois à venir. L'Ouganda a besoin de soutien pour secourir le réfugié soudanais. Fatima Mohamed tient une petite épicerie dans le camp de réfugiés de Kiryandango dans le nord de l'Ouganda. Elle était propriétaire d'un magasin de vêtements à Khartoum avant que la guerre ne l'oblige à partir. Aujourd'hui, sa nouvelle boutique est constituée d'une structure faite de roseaux de papyrus et de bois usés, mais elle et sa famille doivent survivre. J'essaie de faire quelque chose, mais ici, il y a tous les réfugiés et il n'y a pas d'argent. Je leur donne des marchandises à crédit et j'attends pendant des semaines qu'ils me remboursent, mais certains ne le font pas. Fatima doit s'adapter à un nouveau mode de vie plus difficile que celui qu'elle menait à Khartoum. Elle n'a pas grand-chose à manger et n'a qu'une tente au-dessus de sa tête et de sa famille. Les Nations Unies affirment que l'ampleur de l'aide humanitaire nécessaire pour faire face à la crise des réfugiés soudanais est énorme et nécessite un effort concerté. Et comme rien ne laisse présager une fin prochaine de la guerre, l'ONU avertit que les personnes déplacées sont confrontées à la faim. Le HCR estime que près de 50 000 réfugiés soudanais sont arrivés en Ouganda depuis que la guerre a éclaté il y a plus d'1 an, un pays où les ressources s'amenuisent. La réponse est basée sur le budget que les agences humanitaires ont planifié pour le début de l'année et peut-être que certaines ont atteint un financement qui soutient nos partenaires dans un court laps de temps, mais nous n'avons pas les ressources nécessaires.
Aujourd'hui, les États-Unis fournissent quelques 7,5 millions de dollars pour soutenir l'action en faveur des réfugiés soudanais en Ouganda, mais le pays a besoin de 1,4 million de dollars cette année pour fournir des secours d'urgence à Fatima et aux milliers d'autres réfugiés qui continuent d'affluer. Quittons l'Afrique pour le Moyen-Orient. Retenons que plan de victoire du président ukrainien Volodymyr Zelensky tentait d'obtenir le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. Il a fait vraiment la tour presque dans tout le pays de l'OTAN et ceux de l'Union européenne. Suivant. Les dirigeants européens unis autour de Volodymyr Zelensky. Au sommet du Conseil européen, le président ukrainien porte son plan de la victoire pour mettre fin à la guerre contre la Russie, un objectif qui peut être atteint dès 2025 selon lui. L'Ukraine est prête pour une véritable diplomatie, mais pour cela, nous devons être forts. Une trêve imposée par la force au lieu d'une paix équitable n'a jamais assuré la sécurité. À l'exception de la Hongrie de Viktor Orban, les 27 appuient la feuille de route de Kiev, un soutien réaffirmé par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Parmi les points clés du plan de Kiev, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dont les ministres de la Défense se réunissaient eux aussi à Bruxelles. Pour Volodymyr Zelensky, seule une invitation immédiate à rejoindre l'Alliance peut garantir la sécurité de son pays. Mais pour le secrétaire général de l'organisation, le moment n'est pas encore venu. Cher Volodymyr, c'est un honneur de vous recevoir au quartier général de l'OTAN. J'attends avec impatience le jour où l'Ukraine se présentera ici en tant qu'État membre de cette alliance. Et jusqu'à ce jour, nous ferons tout ce que nous pourrons pour que l'Ukraine l'emporte. Cela est vital pour notre sécurité commune. Autre réticence des Occidentaux, autoriser l'Ukraine à utiliser leurs armes contre le territoire russe. Un feu vert qui figure également dans le plan de Kiev au moment où Moscou progresse dans le Donbass. D'après Volodymyr Zelensky, 10 000 soldats nord-coréens s'apprêteraient à renforcer l'armée russe, une information non confirmée par l'OTAN. Toujours dans ces mêmes chapitres, les sommets de l'Union européenne vers un durcissement de la politique migratoire. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles ce jeudi pour chercher des moyens de durcir leur politique migratoire. Au cœur des discussions figurent les expulsions des migrants en situation irrégulière, qualifiées de chaînon manquant par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Les flux de retour sont le chaînon manquant de notre politique migratoire. La Grèce met en œuvre depuis 5 ans une politique migratoire certes très stricte mais que nous estimons juste. Je me réjouis de voir que le Conseil européen reconnaît progressivement l'importance de la dimension extérieure de l'immigration et la nécessité de protéger efficacement les frontières européennes. Cependant, le pacte sur l'immigration et l'asile n'aborde pas pour autant la question des retours. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester inefficaces face à ceux qui n'ont pas droit à un statut de protection dans l'Union européenne. Ce durcissement intervient alors que les flux migratoires irréguliers diminuent, mais l'immigration reste un sujet sensible, alimenté par la montée des partis d'extrême droite. Parlant de la guerre Israël et Hamas, retenons que l'aide alimentaire arguée au-dessus de Gaza. Suivant. Du fait des contraintes pour accéder à l'enclave palestinienne par la route, de l'aide humanitaire a été larguée au-dessus de Gaza ce jeudi matin. Israël refuse des distributions d'aide dans le nord de l'enclave depuis 2 semaines, alors que plus de 400 000 personnes y subissent une pression croissante pour se déplacer et se nourrir. Les principaux points de passage vers le nord sont fermés et depuis le 1er octobre, aucune denrée alimentaire ou autre produit de première nécessité n'a pu être acheminé dans le nord. Face à cette situation critique, les responsables humanitaires de l'ONU ont tiré la sonnette d'alarme, déclarant que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son plus bas niveau depuis des mois. Les humanitaires ont également averti que des lignes de vie critiques dans le nord du territoire, où Israël a renouvelé son offensive militaire, ont été coupées. Washington a menacé de suspendre une partie de son aide si la situation ne s'améliore pas d'ici 30 jours. Toujours dans ce même chapitre, Gaza, les risques de famine restent élevés selon le PAM. Suivant cette image.
Plus d'un an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza est toujours menacée par la famine. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture dans le nord de la bande de Gaza pendant les 2 premières semaines d'octobre, alors qu'il y menait une opération militaire de grande envergure qui se poursuit toujours. Toute amélioration de la sécurité alimentaire que nous constatons est le résultat de la quantité d'aide humanitaire et de flux commerciaux entrant à Gaza. Les systèmes alimentaires locaux étant détruits et les exploitations agricoles endommagées, les populations sont totalement dépendantes des approvisionnements provenant de la frontière. Pour que des progrès réels soient réalisés, ce flux d'aide doit être régulier et fiable. Près de 2 millions de personnes à Gaza sont toujours confrontées au risque de famine, et ce risque persistera si tous les points de passage frontaliers ne restent pas ouverts et si l'aide ne continue pas à parvenir à ceux qui en ont besoin. Les responsables humanitaires des Nations Unies ont déclaré la semaine dernière que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son niveau le plus bas depuis des mois. Plus d'1,8 million de personnes, soit environ 86% de la population de Gaza, souffrent de la faim à un niveau critique, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, IPC. Nous n'avons rien à manger ni à boire. Nous voulons que cette guerre se termine. Mettez fin à la guerre et laissez-nous rentrer chez nous en toute sécurité. Ces dernières semaines, Israël a de nouveau ordonné l'évacuation du tiers nord de la bande de Gaza. Des centaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles et entassées dans des camps de tentes sordides. Des écoles ont été transformées en abris. Parlons des élections aux États-Unis d'Amérique qui opposent Kamala Harris et Donald Trump. Retenons que l'écart se resserre entre Harris et Trump. La Géorgie vote déjà pour cette élection. Suivant. L'écart se resserre entre les deux candidats. Dans la dernière ligne droite pour la présidentielle, Kamala Harris et Donald Trump poursuivent leur meeting et misent sur les annonces fortes pour obtenir l'adhésion des électeurs. Dans une récente déclaration, la candidate démocrate a annoncé la mise en place, si elle était élue, d'un programme d'opportunités pour les hommes noirs, avec notamment une facilité d'accès aux prêts pour les entrepreneurs. Ce programme soutiendra également la recherche sur la drépanocytose et d'autres maladies plus fréquentes chez les hommes noirs. Une attention particulière accordée à la communauté afro-américaine après le discours de l'ancien président Barack Obama, qui les a invités à supporter Kamala Harris face au candidat Trump. De son côté, le candidat républicain, en meeting en Géorgie, a appelé ses partisans à se rendre massivement aux urnes, alors que cet État a ouvert les bureaux de vote dans le cadre des élections anticipées. Le vote anticipé par correspondance dans votre État est maintenant en cours. Vous pouvez dès à présent vous rendre aux urnes. Je vous le dis, j'entends de très bonnes choses en ce moment. Si vous avez un bulletin de vote, retournez-le immédiatement. Si ce n'est pas le cas, allez-y demain ou dès que vous le pourrez. Allez voter. L'élection américaine, qui oppose le candidat républicain Donald Trump à la démocrate Kamala Harris, aura lieu le 5 novembre prochain. C'est par ces numéros que nous bouclons notre journal de séjour, mais avant tout, passons premièrement au rappel des titres. L'estiviste panafricaniste Kémy Séba suite et la raison qui a causé son arrestation en France et pourquoi aussi la France a libéré cet homme d'État, Kémy Séba. On va aussi parler du Mali. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, prône au rang de général. On va aussi parler du Kenya. Le vice-président Cha Angusha, hospitalisé, l'audience de sa destitution suspendue. Merci pour votre réelle attention. Pratiquement arrivé à la fin de notre journal de séjour dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. Vraiment, sauvons l'Afrique. Nous sommes là pour vous aider à être toujours à la page et de suivre toujours en boucle chaque information qui se passe dans le monde entier. Merci, peuples africains, partout dont vous nous suivez. Merci aussi les Européens, les Américains, les Asiatiques, même là-bas en Australie. Merci tout le monde. Mais je vous présenterai de visiter notre chaîne YouTube Sauvons l'Afrique, précisément KTJ News Monde, pour ne rater aucune de nos informations dans votre journal Sauvons l'Afrique. Je vous dis merci. Restez branchés sur notre antenne et notre programme. Et aussi, je demanderai à tous les leaders africains d'être unis et solidaires pour soutenir l'Afrique, d'émerger et toujours d'être là pour aider le peuple africain. Quant à moi, je vous dis merci et restez branchés. Bye.
et à la prochaine. Merci.